Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Patrick Ollier, ministre chargé des relations avec le Parlement. Patrick Ollier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. François Fillon a présenté tout à l'heure ses vœux à la presse. Il en a profité pour répondre à la proposition de Christian Jacob, président du groupe UMP de l'Assemblée, qui suggère d'instaurer des contrats d'objectifs, donc à durée déterminée pour les fonctionnaires, au lieu de contrats à vie. On écoute, si vous voulez bien, la réponse de François Fillon. L'autre débat qui a suscité de vifs commentaires est celui de l'emploi à vie des fonctionnaires. Que la fonction publique ait besoin d'être modernisée, c'est certain. Mais il ne faut pas radicaliser des oppositions factices. Et il ne faut pas laisser entendre que l'État distribuerait des rentes à vie. Est-ce que la proposition de Christian Jacob est radicale ? La proposition de Christian Jacob fait partie du débat d'idées. Et Christian Jacob est dans son rôle de président du groupe le plus important de la majorité en faisant des propositions. De quoi aurait-il l'air s'il n'en faisait pas ? Ces propositions-là sont multiples. On a vu il y a quelque temps, il en a déjà fait un certain nombre. Celles-ci s'ajoutent. C'est pas pour autant que ces propositions vont toutes devenir des décisions du gouvernement. Ça fait partie de la boîte à idées et des réflexions qu'on doit avoir. Le Premier ministre vient de dire quelque chose qui est essentiel. J'étais à ses côtés quand il a parlé. Je l'ai bien entendu. Il n'est pas question de toucher au statut général de la fonction publique. Je crois que Georges Tron l'a bien répondu. Et je voudrais là lever les équivoques pour les fonctionnaires qui pourraient écouter ce que je suis en train de dire. Il n'est pas question de toucher au statut général de la fonction publique. Il n'est pas question de remettre en cause l'appartenance des fonctionnaires à ce statut. Il est question en revanche de créer des initiatives, et on a déjà créé, et probablement on peut y réfléchir, qui permettent d'avoir un peu de souplesse, sans remettre en cause le statut. Donc chacun est dans son rôle, le président du groupe UMP de proposer, et le gouvernement de décider. Et sur ce sujet comme sur d'autres, Christian Jacob veut faire comme Jean-François Copé, son prédécesseur de la coproduction législative, il veut même l'amplifier. Alors vous n'étiez pas à l'époque ministre chargé des relations avec le Parlement, vous l'êtes aujourd'hui. Est-ce que ça vous pose un problème ou est-ce que vous voyez ça avec enthousiasme ? Ça ne me pose aucun problème. D'abord, Christian Jacob est un ami. N'oubliez pas que nous avons été ensemble président de commission, lui, développement durable, moi, des affaires économiques. Et on a ensemble, président de commission, participé avec Jean-François Copé à cette mise en place de la coproduction. C'est-à-dire quoi, en vérité ? C'est-à-dire un travail en commun, quoi de plus naturel au passage, entre un gouvernement et sa majorité. C'est peut-être naturel, mais ça avait soulevé des polémiques et des interrogations, y compris dans l'exécutif, quand Jean-François Copé avait lancé la formule. Ça dépend de la manière dont on entend la formule. Peut-être il y avait un peu d'incompréhension. Il s'agit d'être partenaire dans une même famille politique, mais chacun à sa place, l'un gouvernemental, l'autre législatif, d'être partenaire des mêmes décisions. Comment pourrions-nous travailler en dehors de la coproduction ? Le Parlement doit voter les textes proposés par le gouvernement. C'est le gouvernement qui propose et le Parlement qui dispose. Il faut qu'on le fasse ensemble. Donc ce terme, cette expression de coproduction n'a rien de désobligeant pour qui que ce soit, dès lors que le gouvernement propose et qu'ensuite les députés font en sorte de travailler pour modifier les projets. Et nous sommes dans de la coproduction interactive depuis 2007. Et Christian Jacob a tout à fait raison de vouloir souhaiter que ça continue. En tout cas, en tant que ministre des Relations avec le Parlement, je prends ça comme un engagement à l'optimisme d'une majorité qui est capable de se mettre d'accord sur l'essentiel du travail qu'elle va faire. François Fillon a aussi parlé des 35 heures et il a voulu calmer le jeu. En fait, en disant qu'il était hors de question de remettre en cause les allègements des charges des entreprises. Est-ce que c'est le rôle du Premier ministre de clore un débat qui a été lancé par le parti majoritaire ? Il n'est pas clos, le débat. Le Premier ministre a fixé des limites. Le président de la République, je vous le rappelle, il y a 48 heures, même pas, 24 heures, l'a fait d'une manière très précise. Il a dit il ne faut pas remettre en cause la compétitivité des entreprises et il ne faut pas remettre en cause non plus le pouvoir d'achat des salariés. Voilà, le Premier ministre n'a fait que... Oui, mais François Fillon est allé encore plus loin. Je rappelle quand même pour nos internautes que l'objectif au départ de Jean-François Copé était d'en finir avec 22 milliards, selon les modes de calcul, d'allègement de charges qui, selon lui, ne correspondaient plus à rien. Je peux vous arrêter ? Oui. C'est pas 22 milliards. C'est 10. Ça, 10. Je dis selon les calculs. Non. Écoutez, j'ai là le texte parce que je l'ai apporté au cas où, qui est celui du rapport d'information que j'ai fait avec Hervé Novelli,
J'étais président de la mission d'information. C'était en 2004 ? Oui, et Hervé Novelli, dans les propositions qu'il fait, fort judicieusement d'ailleurs, a repris les conclusions de ce rapport. Mais depuis, beaucoup de choses se sont passées. Alors, premièrement, sur le chiffre, il ne faut pas se tromper. Sur les 22 milliards, il y a, en gros, à 1 milliard près, moitié-moitié, c'est-à-dire moitié pour les 35 heures, oui, en gros 10 milliards 6 pour les 35 heures, et le reste sont des allègements de charges pour le soutien aux bas salaires et aux emplois non qualifiés. Deux choses distinctes qui n'ont rien à voir. Alors, premièrement, il ne faut pas globaliser. Il n'y a que 2,6 milliards, ce qui est déjà beaucoup, pour les 35 heures. Bien. Et puis, à partir de là, le Premier ministre a rappelé quelque chose tout à l'heure très intéressant. C'est qu'à l'initiative de la mission que j'ai dirigée en tant que président et d'Hervé Novelli, qui était les rapporteurs, nous avons proposé, à l'époque, que ce soit par entreprise que l'on puisse déterminer, dans le cadre d'un ruban, jusqu'à 48 heures maximal, d'un ruban, le temps travaillé dans les entreprises, la manière de passer aux heures supplémentaires, enfin bref, et décision qui s'impose à la branche. Ça a été fait en 2008, ça a été voté. Donc aujourd'hui, les assouplissements... Sauf que ces accords ont fonctionné dans très peu d'entreprises. Enfin, oui, mais attendez. Peu d'entreprises ont ouvert des négociations sur ce point. Oui, mais là, vous avez raison. Vous avez raison. Le problème... on ne parle pas des entreprises, on parle de la manière d'assouplir les 35 heures. Donc, que peut faire le gouvernement et que peut faire le Parlement pour régler ce problème? Je vous dis, en partie, grâce à nos propositions, le gouvernement a réglé en partie, pas totalement, en partie le problème à partir de cette loi de 2008. Alors, il reste peut-être des choses à faire. Mettons-nous autour de la table et discutons-en. Et là aussi, Jean-François Copé est légitime en tant que secrétaire général de l'UMP de vouloir ouvrir le débat. Mais ce débat, je répète, ne peut pas remettre en cause un certain nombre de décisions qui ont été prises qui équilibrent les choses. Je veux dire par là que si c'est décidé de travailler 37, 38 heures sans augmentation de salaire, ça veut dire qu'on travaille plus pour pas gagner plus. Le Premier ministre l'a bien dit, le Président de la République, c'est pas possible. Si c'est supprimer les 10 milliards pour faire des économies, ça remet en cause la compétitivité des entreprises, ce n'est pas possible. Alors voyons, à partir de ces deux problèmes qui doivent cadrer le débat, qu'est-ce qu'on peut faire pour assouplir encore ce qui reste, parce que je dis bien ce qui reste des 35 heures, car le Président de la République a raison de dire que le fait d'être passé aux heures supplémentaires défiscalisées a ouvert une porte de sortie des 35 heures qui est magistrale. Bon, il reste peut-être... Sauf que la crise a un peu changé la donne. La crise a plombé bien des choses. Vous avez raison. Donc, si vous permettez, à partir de cette porte ouverte qui a été mise en œuvre par le gouvernement, par Nicolas Sarkozy et le Premier ministre, il reste encore quelques problèmes à régler. Réglons-les. Est-ce que la durée légale du travail est un tabou ou est-ce qu'on peut modifier les 35 heures? Dans le cadre des accords de branche, d'entreprise, qui s'imposent aux branches, on peut modifier cela. Alors, vous avez posé une très bonne question. Pourquoi ça ne va pas plus loin? Pourquoi ce n'est pas fait de manière plus systématique? Le gouvernement a mis en place le dispositif. Il revient aux chefs d'entreprise, aux entreprises, d'en discuter. Peut-être c'est une porte de sortie. Faut-il favoriser ces discussions et les rendre plus faciles? Ça ne dépend pas du ministre des Relations avec le Parlement. Non. Donc je vais laisser mes collègues en discuter. Mais je répète, rien n'est tabou. Et moi, ça ne me choque pas que le président du groupe UMP, que le secrétaire général de l'UMP fasse des propositions. Je répète, il revient au gouvernement de décider. Et ne vous inquiétez pas, le moment venu, les décisions seront prises. François Fillon a aussi annoncé que la réforme fiscale serait inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée en juin, enfin du Parlement en juin, ce qui vous fait un ordre du jour absolument surchargé. Vous avez la fiscalité, la dépendance, la réforme de la garde à vue. Comment faire? Là, vous me posez une question à laquelle je vais répondre mercredi, puisque j'ai fait une communication au Conseil des ministres sur ce point-là. Il est vrai que dans une année, 2011 doit être une année utile. Utile à la démocratie, utile à la France surtout, parce qu'on sort un peu de la crise. On a le G20 qui va mettre en place des conditions mondiales d'organisation des choses sur le plan financier. On a l'Europe qui s'organise de plus en plus. Il y a la convergence entre l'Allemagne et la France qui va permettre d'encore mieux organiser les choses. Il faut donc que nous, on puisse voter encore les textes qui restent à voter pour moderniser le pays. Il y a 2 élections, cantonales et sénatoriales. Soit 2 fois 15 jours de trêve à peu près. Oui, mais ça c'est bien ça qui m'embête beaucoup. Alors comment on fait? Est-ce qu'on repousse la dépendance par exemple? Je termine. Et puis la présidentielle et les législatives qui sont en ligne de mire. Eh bien, normalement, on devrait dire, ouf, il y a des élections, ne touchons rien. C'est pas ce qu'on va faire. Le président de la République va dire, parce qu'il y a des élections, il faut achever le travail. Donc 2011 sera ce qui ne répond pas à la une question année, du comment. Si, on va voter. Il faut le faire, mais comment? On va voter entre 25 et 30 textes de loi qui touchent à l'ensemble des problèmes. Et notamment, fin de l'année, la dépendance sera votée. Et je suis en train de regarder l'inscription à l'ordre du jour de la mise en place des jurés d'assises.
vous savez, cette réforme très importante à laquelle tient le président, dans les tribunaux correctionnels, des personnes civiles qui viendront en tant que jurés, eh bien, je peux vous dire qu'à l'Assemblée nationale, probablement, le texte sera voté en première lecture avant l'été. Donc on va aller vite. La réforme fiscale... On est obligé de le faire sur injonction de Bruxelles, de toute façon. Ah, ça, c'est notre problème, l'injonction de Bruxelles. C'est notre problème. Non, c'est notre problème. Mais le problème concernant les jurés d'assises sera que ça sera voté avant l'été dans une des deux chambres et probablement à l'Assemblée. La réforme de la fiscalité, du patrimoine, le problème mélangé du bouclier fiscal, de l'ISF, etc. En juin. François Fillon l'a dit ce matin. Ça sera voté en juin. Oui. Et pour la dépendance, je pense qu'on le votera. Toutes les mesures financières qui sont destinées à mettre en œuvre ce problème de dépendance, de lutte contre la dépendance, sera votées au PLFSS, c'est-à-dire la loi de financement de la sécurité sociale, donc au dernier trimestre de cette année. Alors, je ne veux pas rentrer, on n'a plus le temps de rentrer dans les détails, mais franchement, l'ordre du jour est plein à éclater, et je promets à mes collègues, mes anciens collègues parlementaires, beaucoup de travail, mais beaucoup de travail dans l'intérêt de la France. 2011 doit être une année utile à l'intérêt général. Elle le sera. Eh bien, ils sont avertis. Patrick Ollier, je vous remercie beaucoup. Merci. Demain, nous recevrons François Sauvadet, qui est le président du groupe Nouveau Centre à l'Assemblée. Bonsoir et à demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro.